l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. C'est l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. C'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui Maxime Benatouille. Alors Maxime Benatouille, vous êtes militant à l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, ainsi qu'au sein du collectif juif décolonial Tzedek. Vous êtes également enseignant en sciences économiques et sociales. Et en octobre 2024, depuis octobre 2024, vous êtes l'une des voix présentes dans un essai important et nécessaire paru aux éditions La Fabrique, intitulé « Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations ». Cet essai, il est coécrit avec Judith Butler, Ariel Aïcha Azoulay, Sébastien Budgen, Léandros Fischer, Ouria Boutelja, Françoise Vergès, Frédéric Lordon et Naomi Klein. Votre chapitre, il se nomme « De gauche, antiraciste et sioniste », pour en finir avec une contradiction qui persiste. Il traite du cas des sionistes de gauche qui, sous une apparence progressiste et antiranciste, nient la dimension coloniale de l'État d'Israël et tout ce qui en découle, notamment les spoliations et les massacres passés et actuels. Vous y dénoncez également la rhétorique liant antisionisme et antisémitisme, reprise aujourd'hui par de nombreuses personnes, et cette confusion qui contribue paradoxalement à alimenter un antisémitisme véritable en renforçant certaines formes d'essentialisation, notamment l'idée que l'État d'Israël agit au nom de tous les juifs. Alors on va évidemment revenir en détail sur cet essai, mais pour commencer, j'aimerais d'abord revenir un petit peu sur votre parcours, notamment sur votre engagement militant au sein de l'UJFP puis de Tzedek. Pourriez-vous, est-ce que déjà nous parler un petit peu de ces deux collectifs, les présenter et peut-être évoquer le travail militant que vous y accomplissez ? Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi de participer à ce podcast Craquer l'époque. Alors voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années que je milite dans ce que j'appelle le bloc juif décolonial. Et pour moi, l'Union juive française pour la paix, que j'ai rejoint il y a bientôt 10 ans justement, c'est une véritable maison politique. C'était un lieu de politisation très fort pour moi, dont je suivais les travaux avec plus ou moins de régularité depuis déjà quelques années. Et j'ai osé franchir la porte de l'association en 2015. Donc j'avais quitté Bruxelles à l'époque, je me réinstallais à Paris et j'avais besoin donc de trouver une sorte de maison, quelque chose pour confronter certaines idées, puis pour me sentir un petit peu chez moi politiquement. Et c'est le fruit aussi de plusieurs années de désionisation personnelle. Et donc j'avais besoin de concrétiser ce processus et de l'approfondir. Et donc à l'époque, l'Union juive française pour la paix, c'était la seule organisation politique qui me permettait cela. J'ai eu la chance de rencontrer et d'être formé par de grandes militantes et de grands militants qui sont aujourd'hui encore des porte-parole assez connus dans le mouvement de la solidarité avec la Palestine de l'association. Je fais référence évidemment à ma camarade Michel Sibony, mais aussi à Pierre Stamboul, Dominique Natanson, André Rosweg, etc. Très rapidement, j'ai eu des responsabilités parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes, j'étais plus jeune à l'époque, dans cette association. Et donc, j'ai rejoint le bureau et j'étais en charge notamment de la rédaction des communiqués. Bon, c'est un travail collectif, mais j'en ai quand même rédigé beaucoup. Et puis, on a aussi organisé beaucoup d'événements à Paris, mais aussi dans les quartiers populaires, justement pour porter une autre voix juive, là où parfois des amalgames peuvent être faits entre ce que revêtent ces différentes notions de juifs, sionistes, israéliens, etc. En ce qui concerne Tzedek, Tzedek est un collectif juif décolonial qui a été fondé il y a à peu près 1 an et demi, notamment par les anciens militants de l'Union juive française pour la paix, qui le sont pour la plupart toujours. C'est mon cas notamment, mais pas que. Et c'est une organisation un peu plus souple
qui a une pratique militante plus ancrée dans cette époque. D'ailleurs, moi, je fais partie des vieux, hein. J'ai 39 ans, tout le monde m'appelle tonton. Voilà, donc c'est assez significatif. Et c'est une très bonne chose parce que justement, on apprend tous, moi j'apprends beaucoup des pratiques militantes des plus jeunes. Et ce qui distinguerait peut-être ces deux groupes, même si on fait énormément de choses ensemble et que on a notamment des canaux de communication toujours ouverts entre nous, c'est notamment le rapport à nos judéités, hein, qui est plus investi peut-être au sein du collectif Tzedek, et une volonté aussi d'approcher nos cultures diasporiques, donc de les désioniser pour mieux se les réapproprier. Et donc, dans notre collectif, il y a des descendants d'Ashkénaz, des judéo-maghrébins, etc., etc. Donc, vraiment faire vivre le pluralisme culturel juif sous toutes ses dimensions. Mais évidemment, c'est l'actualité pressante du génocide qui nous accapare en ce moment. Et ces questions-là, pourtant centrales lors de notre création, sont légèrement mis de côté, parce que ça nous semblerait un petit peu malvenu de trop nous regarder le nombril alors qu'on tue des gens et on tue des enfants en notre nom. Alors, il y a une question que nous aimons bien poser à nos invités, c'est s'interroger avec eux sur le moment de leur bascule politique personnelle. Est-ce que vous, Maxime Benatouille, vous vous souvenez d'un moment, d'une période qui vous a poussé vers la voie du militantisme ? Alors, il y a plusieurs points de bascule et moi, je trouve ça très, très intéressant, notamment de raisonner en point de bascule, parce que moi, c'est quelque chose à laquelle je peux très bien m'identifier. En ce qui concerne mon militantisme en faveur de la justice pour le peuple palestinien, curieusement et paradoxalement, ça a commencé en Israël. Je suis allé en Israël pour la première fois, j'avais 19 ans, et je suis allé dans une ville du Nord qui s'appelle Haïfa, et j'ai rencontré là-bas pour la première fois des Palestiniens d'Israël, hein, donc je ne savais pas, je connaissais très mal leur histoire, je ne savais pas que c'était des descendants de ceux qui n'avaient pas été expulsés, chassés ou réprimés en 1948. Et je les qualifiais, comme tout le monde à l'époque dans la galaxie sioniste, hein, d'arabes israéliens. Et c'est en les fréquentant sur le campus de la fac de Haïfa, et je ne sais pas pourquoi, je pense une certaine naïveté qu'ils ont vue chez moi, puis ce paradoxe entre mes engagements et mes pensées solidement ancrées à gauche, et puis mon rapport quand même assez charnel, presque avec l'État d'Israël. Je pense qu'ils ont vu qu'il y avait une contradiction à exploiter, donc ils m'ont eu un petit peu à la bonne, et ils m'ont emmené notamment dans une ville du Nord qui s'appelle Safed en arabe, et qui dans la tradition juive s'appelle Tzfat. Il y a toujours eu une communauté juive là-haut, notamment il y a plein d'écoles talmudiques, rabbiniques vraiment prestigieuses, et donc c'est une ville très importante dans la liturgie juive. Et donc je m'y suis rendu avec eux, et j'ai découvert une ville merveilleuse, une superbe cité levantine avec une architecture palestinienne somptueuse, mais il n'y avait plus d'Arabes. Il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas de Palestiniens. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que ça voulait dire réellement la Nakba. Et que, alors c'est pas en une nuit que je me suis désionisé, mais c'est en me rendant compte que les Palestiniens avaient été chassés sur leur propre terre que j'ai commencé moi-même à engager ce processus de désionisation, et ce qui m'a ramené justement vers la pensée décoloniale au bout de quelques années, et vers un antisionisme égalitariste que je développe d'ailleurs dans le bouquin. Alors, à chaque épisode, on demande à nos invités de nous communiquer des éléments textuels et sonores. Et vous avez choisi de nous partager cet extrait que je vais vous laisser lire du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels. Les communistes se refusent à masquer leurs opinions et leurs intentions. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l'ordre social passé. Que les classes dirigeantes tremblent devant une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Pourquoi ce choix de texte ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Ce texte et cet extrait notamment représentent vraiment plein de choses pour moi. Alors, dans un premier temps, je voulais un peu me moquer de moi-même. C'est-à-dire que ce texte-là, je l'ai dévoré, je l'ai lu plusieurs fois sans en comprendre, je pense, le tiers, mais quand j'étais jeune lycéen, très manichéen, etc. Mais ça a été un texte assez fondamental pour moi, parce que c'est la première fois que je voyais écrit noir sur blanc
que les injustices, qu'un ordre social profondément injuste pouvait être renversé et pouvait même être violemment renversé. Donc ça, pour moi, c'était un peu émancipateur. En tout cas, je l'ai vécu à l'époque comme quelque chose qui m'a fait du bien et qui m'a donné envie justement de m'engager davantage dans la lutte contre toutes les injustices, etc. Et en plus, ça m'a permis de faire le lien avec mes propres grands-pères qui étaient tous les deux militants communistes. Donc mon grand-père paternel au Parti communiste algérien, c'est un indigène juif d'Algérie et il a été très longtemps militant là-bas avant de quitter l'Algérie au déclenchement de la guerre en 1954. Et aussi le beau-père de ma mère que je considère comme mon grand-père parce qu'il a élevé comme sa fille et qui nous a traités nous comme ses propres petits-enfants, qui était très longtemps engagé au Parti communiste français et qui a été résistant très jeune, et voilà, etc. Et donc, ça m'a permis un petit peu de comprendre d'où ils venaient intellectuellement, et j'essayais un petit peu de me ramifier à eux et de me rapprocher d'eux de la sorte. Et surtout, la troisième raison, en l'occurrence, pour laquelle j'ai choisi cet extrait, c'est que c'est le début pour moi d'une sorte de dissonance cognitive entre mon engagement à gauche anticapitaliste, anti-impérialisme, comme un lycéen qui avait des posters du Che Guevara sur les murs de sa chambre peut le faire. Et voilà, je suis pas seul sur le plateau. Et une contradiction forte avec mon intérêt qui a grandi un petit peu au même moment pour la question sioniste, pour la résurrection de la langue hébraïque et pour le retour, entre guillemets, du peuple juif, là également, entre guillemets, sur Eretz Israël, sur la terre d'Israël, donc sur la Palestine historique. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet extrait, parce qu'à partir de justement de mon adolescence jusqu'à mes 20 ans, 22, 23 ans, j'ai eu vraiment une sorte de tiraillement identitaire qui, je pense, est propre à tous les sionistes de gauche et qu'on peut qualifier dans le monde anglo-saxon de, si je ne m'abuse, ça se dit progressive, except for Palestine. Et c'était vraiment mon cas, c'est-à-dire que j'étais de toutes les luttes, de tous les combats des peuples pour leur autodétermination, mais attention, la Palestine, c'est compliqué. Et puis moi, comme j'ai grandi dans un univers où j'entendais ah ouais, mais tu sais, les Arabes, ils ont 22 États, nous, on n'en a qu'un seul. Peut bien aller ailleurs, c'est compliqué, etc. etc. Donc voilà, si j'ai aussi choisi cet extrait, c'est pour toutes ces ramifications-là, parfois contradictoires. Peut-être une dernière petite question personnelle, mais donc là, du coup, vous avez mentionné les rencontres militantes qui vous ont marqué. Vous avez aussi parlé d'une autre rencontre intellectuelle, en fait, avec la personne de Marx et Engels. Est-ce qu'il y en a une autre, peut-être plus contemporaine, une autre rencontre intellectuelle, ou aussi peut également être militante, qui vous a particulièrement marqué ? Oui, alors ça commence à dater maintenant, mais c'est encore une femme d'ailleurs. Il y a énormément de femmes de l'âge de mes parents qui m'ont formé politiquement. Et cette femme, donc, qui n'est plus de ce monde depuis quelques années malheureusement, s'appelait Elisabeth Gauthier. C'était une militante autrichienne, comme son nom ne l'indique pas, mais qui habitait en banlieue parisienne depuis très longtemps et qui était communiste. Et qui a cofondé vraiment le parti de la gauche européenne, ou en tout cas qui a su créer les conditions pour que les partis de la nouvelle gauche européenne après 91 puissent se réunir et créer une sorte d'échange et de dialogue commun avec une plateforme quand même un petit peu durable. Désormais, ce que le parti de la gauche européenne est devenu, je pourrais être très critique, je le serais volontiers, mais là je ne pense pas que ce soit non plus l'enjeu de ce podcast, mais à l'époque, en tout cas, c'était vraiment salutaire et c'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de freins, et notamment chaque parti regardait l'autre, parti national en chien de faïence. Enfin, c'était très compliqué, mais c'est cette femme, Elisabeth Gauthier, qui a créé les conditions pour que ça puisse se faire. Et c'est elle aussi qui m'a introduit à d'autres penseurs marxistes un peu plus hétérodoxes, que ce soit Lukács ou d'autres, etc. Et elle m'a fait lire beaucoup. Et à l'époque, il n'y avait pas ChatGPT, donc j'étais obligé de lire et j'étais obligé d'écrire, et donc ça m'a vraiment beaucoup formé. Et elle m'a en plus filé du boulot pour la Fondation politique européenne Transform, donc qui est proche du parti de la gauche européenne, où j'ai été chargé de projet pendant quelques années avant de la quitter, pas longtemps après sa mort d'ailleurs.
Je le disais dans l'introduction, l'objet de votre contribution à cet essai contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations, il porte sur ce qu'est le sionisme de gauche. Alors avant de plonger vraiment dans le cœur de ce sujet, peut-être un bref rappel, parce qu'on a entendu un peu tout et n'importe quoi sur la définition de ce qu'est le sionisme. Alors justement, moi je pense mon chapitre dans ce livre comme une contribution à la bataille sémantique autour de plusieurs signifiants flottants, dont celui du sionisme. Donc, je l'écris explicitement. Moi, je me porte en faux par rapport à cette conception qui évoquerait ou qui considérerait le sionisme comme une idéologie politico-nationale achevée avec la création de l'État d'Israël en 1948. Alors, tout cela est partiellement vrai. C'est vrai que, mais là, c'est pas l'objet de mon propos dans le livre. Il y a plein de gens qui l'ont écrit de manière beaucoup plus savante que moi, donc je ne vais pas consacrer trop de temps. C'est vrai que le sionisme est un mouvement nationaliste qui émerge dans le cadre des empires centraux au moment du printemps des peuples, donc au XVIIIe siècle, XIXe siècle, etc. Donc il s'agissait donc de faire peuple, d'une politisation un peu de Am Israël, du peuple juif, du peuple d'Israël, mais ça c'est une notion biblique juive, et donc de le laïciser et de lui donner une terre, de lui faire retravailler la terre supposément de ses origines, etc., etc. Bon, très bien. J'entends aussi que pour beaucoup de personnes, le sionisme c'est un projet d'émancipation collective. Pourquoi ? Parce que c'est un projet d'autodétermination nationale. Et moi, j'ai longtemps cru à cela. J'ai dit un peu plus tôt, j'étais fasciné par la généalogie du sionisme politique, et notamment par sa dimension linguistique avec Eliezer Ben Yehuda, qui a contribué à la résurrection de la langue hébraïque, qu'il a adaptée à l'époque moderne, qui était la sienne, donc le 19e siècle, donc, qu'il a dépoussiéré un petit peu de beaucoup d'emprunts bibliques, etc., pour en faire une langue vernaculaire hors du sacré. Et moi, je trouvais ça absolument remarquable, tant sur le plan intellectuel que politique. Mais bon, à mesure que je me suis désionisé, puis que j'ai rencontré des Palestiniens, que j'ai vu la Palestine, que j'ai vu ce que ça voulait dire 76 ans d'État d'Israël sur cette terre, que j'ai compris en fait que ça peut être tout et n'importe quoi le sionisme, mais le sionisme, ce sont les Palestiniens qui en parlent le mieux. Et ce que disent les Palestiniens, c'est beaucoup plus pragmatique. Pour les Palestiniens, le sionisme, c'est un processus qui vise à s'emparer d'un maximum de terres avec le minimum d'arabes à l'intérieur, point barre. Et donc c'est ce que j'appelle le sionisme réellement existant. Donc je m'inspire, ça vous a peut-être pas échappé d'ailleurs, de cette expression de socialisme réellement existant, qui permettait de trancher et de distinguer, si vous voulez, le communisme théorique de celui qui était réellement pratiqué au sein du bloc soviétique. Moi, je pense qu'il y a un petit peu la même dynamique à l'œuvre avec le sionisme. Il y a tout ce qu'on s'en fait comme image, que c'est un magnifique projet d'émancipation collective pour le peuple juif, que c'est merveilleux, ça nous donne les larmes aux yeux quand on voit qu'Israël est une start-up nation, c'est magnifique, etc., etc. Néanmoins, c'est 76 ans de dépossession et de massacres et de meurtres quotidiens de Palestiniens. C'est la destruction de la société palestinienne telle qu'elle s'inscrivait dans cet Orient levantin. C'est l'expulsion forcée de plus de 800 000 Palestiniens en 1948 et plus de 200 000 en 1967 lorsque l'État d'Israël a conquis de nouveaux territoires palestiniens. Donc c'est ça le sionisme. Donc ce que j'entends pour résumer, sous l'appellation de sionisme réellement existant, c'est ce processus colonial toujours d'actualité, d'accaparement de terres, et qui est obsédé par la question démographique et notamment par la supériorité démographique juive. Et pour moi, l'antisionisme, que je qualifie d'égalitariste, parce qu'il y a, justement pour le distinguer un petit peu de l'antisionisme religieux, selon lequel il faut attendre la venue du Messie juif, qu'on appelle Mashiach, pour que des juifs puissent s'organiser politiquement sur Eretz Israël. Nous, c'est pas ça. L'antisionisme égalitariste, pour nous, c'est justement le processus qui vise à donner les mêmes droits et les mêmes libertés à tous, from the river to the sea. Et notamment, et ce qui permet de distinguer le sionisme de l'antisionisme, c'est le rapport au droit au retour des descendants des réfugiés palestiniens. Il y a beaucoup d'organisations qui se prétendent progressistes, qui sont même pour un cessez-le-feu à Gaza, mais qui demeurent mutiques, qui ne disent rien et qui ne militeront jamais
pour la question du droit au retour des descendants des réfugiés palestiniens. Pourquoi moi, en un claquement de doigts, je peux obtenir la pleine nationalité israélienne, la pleine citoyenneté israélienne, pardon, alors que Rima Hassan, dont l'arrière-grand-mère, je crois, était née dans ce qui est devenu Israël, ne peut pas y mettre les pieds. Donc c'est cette inégalité fondamentale qu'il convient de dépasser, et c'est tout le projet de ce que je nomme dans mon petit chapitre là, l'antisionisme égalitariste. Dans votre livre, vous écrivez aussi qu'être sioniste de gauche, c'est une schizophrénie. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots justement sur cette schizophrénie-là ? Alors justement, peut-être que à la réflexion, ce terme, je l'utiliserai plus parce que sur les réseaux sociaux notamment, on m'a, avec toujours beaucoup de bienveillance, on m'a dit, vous savez, ce terme, c'est un peu du validisme, et puis c'est pas ça du tout la schizophrénie. Moi, c'est vrai que j'ai utilisé le terme sans trop réfléchir de la schizophrénie au sens commun, au sens courant, et j'aurais dû parler de dissonance cognitive. Bon, ce que je voulais dire par là, quand même, c'est que le sionisme de gauche, ou alors l'aile gauche du bloc sionisme, c'est une schizophrénie dans le sens où en permanence, et ça s'applique vraiment sur foule de situations, c'est à la fois cette volonté d'être du bon côté de la barricade et en même temps de ne jamais remettre en question le caractère dominant juif de l'État d'Israël. Donc c'est cette volonté d'être antiraciste, d'être démocratique, d'être égalitariste même, mais sans se prononcer en faveur du droit pour retour pour les Palestiniens, parce que si on creuse un peu, ça voudrait dire qu'il y aura plus d'Arabes que de Juifs, mon Dieu, quelle horreur. Donc il n'y aurait plus de l'État d'Israël, de cet État d'Israël-là comme État juif et démocratique, qui est la contradiction la plus absolue, et qui pourtant fonctionne, notamment au sein du bloc bourgeois occidental. Donc lorsque je parle de schizophrénie, c'est pour dire qu'il y a une volonté d'être dans certaines luttes de gauche, mais sans remettre fondamentalement en question ni en légitimité le caractère profondément colonial et à vocation génocidaire du projet israélien depuis qu'il s'est concrétisé en 1948. Alors dans ce même essai, vous expliquez qu'il y avait de nombreux juifs qui étaient longtemps hostiles ou indifférents au sionisme, et que parmi les instigateurs justement du sionisme, il y avait de nombreux antisémites, à commencer par un certain Lord Balfour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, juste avant de vous présenter cette figure assez haïssable du Lord Balfour, je voudrais citer de mémoire, donc je vais certainement me tromper un petit peu, un extrait des journaux biographiques de Theodor Herzl, qui était le père du sionisme politique. Il a écrit la chose suivante, grosso modo, que les antisémites seront nos meilleurs alliés à nous, donc les sionistes, et que voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire là ? Ça veut dire précisément que pour concrétiser son projet d'avènement d'un État juif en Palestine, il avait besoin du soutien des extrêmes droites antisémites de son époque. Et lorsqu'on fait un petit bond dans notre période contemporaine, on voit d'ailleurs que les alliés les plus inconditionnels de l'État d'Israël se situent toujours à l'extrême droite de l'échiquier politique. Donc je ferme la parenthèse. Lord Balfour, c'était un ministre du gouvernement britannique et qui a particulièrement œuvré pour que l'Empire britannique ferme ses frontières et n'autorise plus aucun juif d'Europe centrale et orientale, à l'époque victime de pogroms terriblement meurtriers, d'entrer pour trouver refuge au sein de l'Empire britannique, donc par pur antisémitisme. En 1917, Lord Balfour est à l'origine d'une déclaration qui correspond un petit peu à la première pierre de la concrétisation du sionisme politique, en ce que il promet au peuple juif un foyer national en Palestine. Bon. Alors, à cette époque, la Palestine, donc, on est vraiment à la toute fin de la Première Guerre mondiale et les grandes puissances impérialistes de l'époque, la France et la Grande-Bretagne, se sont entendues pour se partager le gâteau du Moyen-Orient notamment. Et la Palestine revient donc à un mandat britannique. Donc, c'est les Anglais qui ont le contrôle sur cette terre. Et donc, ils vont justement contrôler qui rentre, qui sort, qui s'organise politiquement, etc., etc. Et donc là, on a vraiment, c'est un peu l'acte de naissance international, la reconnaissance d'une aspiration sioniste à créer un État juif en Palestine. Et ce qui est significatif, c'est qu'à l'époque, le seul ministre
britannique qui s'oppose à cela, c'est un ministre juif qui s'appelait Di Israeli. Et en substance, qui se soutient la thèse suivante. Non, mais, écoutez, si on promet un foyer national pour les juifs, qu'adviendra-t-il des juifs européens, des juifs arabes, etc., qui sont intégrés dans les différents tissus sociaux de leur lieu de résidence? Est-ce que ça ne va pas être une occasion pour les antisémites, justement, de se débarrasser de leurs juifs? Donc il n'avait pas tort. Voilà. Nous allons maintenant écouter une chanson que vous avez choisi de partager avec nous. Il s'agit de Anna Filoub du chanteur algérien Lili Boniche. قصيت أطل دموعي وبكيت خبيت سري وكميت هذه قصتي في الحب أنا في الحب ماذا عديت سهرت الليالي ماذا قصيت أطل دموعي وبكيت خبيت سري وكميت هذه قصتي في الحب أنا سبابي في الحب نظرة أي 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 ملكتها تبعت الجرة أي 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 ملكتني وسكنت قلبي خلتني في حبها مسبي رهبي يا عالم ربي وبحبها أنا اللي رويت أنا في الحب ماذا عديت سهرت الليالي ماذا قصيت هطل دموعي وبكيت خبيت سري وكبيت هذه قصي في الحب
منه اللي يشفق على حالي اي 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 بتنحسب نجوم ليالي اي 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 ما نرقد ما يجيني النوم هما عليا حتى اللوم كي نشوفها يزولوا الهموم يا ربي واش قصيت انا في الحب ماذا عديت سهرت الليالي ماذا قصيت خاطر دموعي وبكيت خبيت سري وكميت هادي قصي في الحب. Maxime Benatouille, pouvez-vous nous parler un petit peu du choix de cette chanson? Alors Lily Boniche, c'est un choix assez évident. C'est un artiste qu'on écoute beaucoup dans la famille, qui avait le même âge que mon grand-père. Ils sont nés la même année. Je crois même qu'ils se connaissaient un petit peu de l'école ou du quartier, etc. Enfin bon, c'est un peu le mythe familial, en tout cas. Et j'aime beaucoup comment vous avez posé la question, parce que je pense qu'il aurait été très content, Lily Boniche, parce que vous l'avez présenté comme un chanteur algérien. Et il y a une double réserve, mais qu'il s'agit vraiment de dépasser, justement, c'est de présenter les juifs indigènes d'Algérie comme des juifs d'Algérie et pas comme des juifs algériens. Parce que, pour le coup, lorsqu'on parle des juifs marocains, on ne parle jamais des juifs du Maroc ou des juifs de Libye, des juifs de Tunisie. Non, ce sont des juifs tunisiens, libyens, marocains. Mais pour l'Algérie, il y a une distance avec cet usage-là. Et c'est lié au fait qu'en 1870, donc 40 ans après le début de la colonisation de l'Algérie, les autorités juives de la métropole, de la France métropolitaine, ont constaté avec horreur qu'il y avait des juifs arabo-berbères qui parlaient l'hébreu très bizarrement, qui s'habillaient comme des autochtones, etc. Et donc, il fallait leur apporter la lumière de la civilisation. Et puis, en plus, si on peut diviser pour mieux régner, c'est très bien. Et en une génération, les juifs indigènes qui étaient là vraiment depuis des centaines, voire des milliers d'années, sont devenus des citoyens français comme les autres, et même avant les Niçois. Hein. Ma famille est devenue française avant les Niçois, par exemple. Et donc, on a eu tendance à présenter la musique de ces artistes juifs algériens, donc je vous remercie encore une fois d'avoir utilisé ce terme, comme de la musique judéo-arabe. Bon. Et je suis retombé il n'y a pas longtemps justement sur une interview, sur un extrait d'interview, c'était sur Antenne 2 à l'époque, donc ça date. Même pour moi, ça date. Donc un extrait d'interview de Lily Boniche. Donc le journaliste en question justement lui parlait de musique judéo-arabe. D'ailleurs, sur tous les CD qui se vendent ou même sur toutes les présentations sur Internet de cette catégorie d'artistes-là, tout le monde parle d'artistes judéo-arabes. Lui, c'est une expression qu'il avait en horreur. Et il a dit très clairement, il dit, moi, je fais de la musique arabe. On s'en fiche que je sois juif, musulman, etc. Moi, ce que je fais, c'est de la musique arabe. C'est pas de la musique judéo-arabe, ça veut rien dire. Mais on voit bien qu'il y a une tentative toujours d'isoler, d'arracher les juifs autochtones de leur berbérité, pour mieux les rattacher justement à ce qu'allait devenir l'État d'Israël ou ce qu'est devenu l'État d'Israël. Et donc, moi, c'est pour ce qu'il représente, pour les moments de connivence aussi que j'ai avec tout son répertoire, parce que j'ai vraiment grandi avec sa musique, que j'ai choisi cet extrait de Lily Boniche. Et en plus, Ana fil Houb, c'est-à-dire je suis en amour, donc je suis amoureux un peu, même c'est une version, c'est une façon un petit peu anachronique et désuète de parler de l'amour apparemment, mais voilà, c'est très beau pour toutes ces raisons-là. Alors nous arrivons à la fin de ce premier épisode et on a une question traditionnelle au sein de ce podcast que nous posons à tous nos invités. Il s'agit d'essayer de tenter de nommer l'époque. Alors Maxime Benatouille, comment est-ce que vous qualifierez l'époque dans laquelle nous nous trouvons ? Fascisation et rapport quand même très dystopique à la réalité. Donc voilà, on n'est pas dans une époque très réjouissante, mais chaque cycle, même aussi terrible soit-il, on finit par s'achever, donc il ne faut pas perdre espoir, je pense. Merci beaucoup Maxime Benatouille, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.
Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Cet épisode a été réalisé par Emma Chiniera. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.